BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos. Bienvenue à tous, les pros des cryptos à domicile, chaque vendredi. Et nos NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles qui nous accompagnent, qui répondent chaque vendredi à l'appel de BFM Business et BFM Crypto. Claire Balva est experte crypto. Elle s'installe. VP pour Débloc. Bonjour Claire. Bonjour. Merci de nous accompagner une nouvelle fois. Owen Simonin aussi nous accompagne cette semaine en plateau, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Avec un H au début, il est à la tête aussi de Merias. Salut Owen et bienvenue. Pour ceux qui nous suivent à la radio, vous savez que BFM Business est aussi à la télévision. Vous venez de les voir s'installer. C'était un grand moment de télévision, je sais. Dans un instant, les grands titres de la semaine, bien sûr, ce qui a marqué l'actualité crypto de la semaine. D'abord, Vincent Gann nous rejoint ici. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour Owen, bonjour Claire. Technique indépendant, on est content de vous retrouver Vincent. Quel mois de février, voilà, on entame le mois de mars, mais le bilan du mois de février est vraiment extrêmement positif pour le Bitcoin, proche de son record historique. D'un point de vue technique, comment voyez-vous la suite sur le cours du Bitcoin, Vincent? Oui, alors effectivement, le mois de février boursier est révolu, ce qui implique pour les analystes techniques l'analyse d'une nouvelle clôture technique mensuelle, c'est l'horizon de temps qui permet de se projeter sur le long terme. Alors, pour répondre simplement, sur une base arithmétique, ce mois de février 2024, il est exceptionnel pour Bitcoin par son amplitude, 20 000 $ de hausse. Vous savez, je me suis amusé à reprendre les performances mensuelles des précédents bull runs de Bitcoin, toujours sur une base arithmétique, et en particulier le bull run des années 2020-2021. C'était l'époque des taux nominaux à zéro, des taux réels à zéro. Et bien à l'époque, aucun mois n'a fait mieux que ce mois de février 2024. Wow. Donc il est exceptionnel. Alors, ce qui est assez inédit, toujours avec le recul, c'est de voir Bitcoin dans une phase de bull run plusieurs semaines avant le halving. La 4e édition, c'est pour le 15 avril. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y voir? En fait, on peut y voir la force. Ça pouvait paraître trop écrit à l'avance, mais finalement, c'est ce qui se passe. La force de ce nouveau paramètre qui a été induit par les ETF. Alors, d'un point de vue technique, maintenant, le marché il est à quelques milliers de dollars de son record historique. Tout le monde se pose la question de savoir quand est-ce que le marché marquera une pause, un tracement, une phase de transition latérale pour permettre aux retardataires de rentrer à un bon prix. Bon, on peut supposer que voilà, cet intervalle compris entre 65 000 et 69 000 $, c'était le record du printemps 2021 et le record de novembre 2021, devrait au moins créer une phase de pause avant, et ça c'est plus tard dans l'année, d'avoir le breakout des 70K. Et puis mon cher Guillaume, moi j'ai ma cible à 100 000 $ d'ici la fin d'année, toujours en tête. D'ici la fin de l'année? Ah oui. Bon, eh ben on vous challengera, tiens, on suivra en tout cas au cours vous pouvez le noter, vous pouvez le noter. C'est noté, c'est bien noté effectivement. Il y a le Bitcoin, on en reparlera bien sûr des prochaines cibles du Bitcoin qui est extrêmement élevé et en phase ascendante avant même le halving, ce qui est assez inhabituel, on en reparlera dans un instant avec nos pros des cryptos, mais quand on regarde les autres cryptos, les altcoins comme on dit, comment est-ce que vous sentez là le potentiel? C'est le même que sur le Bitcoin, il est en train peut-être même ce potentiel de devenir plus important que sur le Bitcoin, comment est-ce que vous voyez les choses Vincent? Alors ça fait un certain temps que tout le monde attend une vraie saison des alts. Alors en réalité, c'est un peu compliqué. Alors, oui et non dans le sens où Bitcoin, alors déjà il est leader face à toutes les autres classes d'actifs, il est aussi leader au sein de l'écosystème. Il y a malgré tout des jetons qui font des nouveaux records historiques. Il y a malgré tout des alts qui font mieux que le BTC. On peut faire l'analyse technique sur altcoin, sur Bitcoin, et il y a déjà des renversements haussiers. Mais en réalité, moi actuellement, je parlerais plutôt d'une mini-saison des alts. Il faut savoir sélectionner les bons jetons. Mais tant que la dominance du Bitcoin est en tendance haussière, ce n'est pas encore une vraie saison des alts. Donc on est encore très loin du cas de figure qu'on avait connu par exemple au premier semestre 2021. Ça viendra plus tard et c'est encore une fois c'est ce paramètre des ETF Bitcoin Spot qui je pense va encore prolonger dans le temps cette surperformance de Bitcoin face à la majorité des alts et en particulier face à Ethereum. Et moi j'ai toujours un scénario de hausse de ETH BTC, mais là aussi je pense que ça va être un peu reporté dans le temps, sûrement en seconde partie d'année. Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Merci beaucoup Vincent. Alors justement, ces 60 000 $ franchis cette semaine par le Bitcoin, ça a marqué l'actualité de la semaine. On continuera de parler des cours, bien sûr, et puis voir si effectivement les altcoins, l'Ether notamment, pourraient dans la foulée du Bitcoin également accélérer davantage. On reviendra aussi sur ces propos de Satoshi Nakamoto qui ont été exhumés. Une correspondance par mail datant de plusieurs années, 120 pages d'échange. Un échange qui révèle peut-être un peu plus encore sa vision du Bitcoin, puis aussi les interrogations que Satoshi Nakamoto pouvait avoir. On parlera des batailles entre plateformes, bien sûr. Kraken face à Coinbase et dans la DeFi, Uniswap face
à MetaMask. Et puis le yuan numérique. On nous vante tout le temps la sécurité autour des devises numériques de banque centrale. Ben apparemment, c'est pas joué d'avance, c'est pas gagné d'avance. Le yuan numérique, pas si sûr que ça. Des arnaques au yuan numérique se multiplient en Chine. Il y a eu un certain nombre de vols de données personnelles. Les MNBC pourraient-elles être moins sûres que ne le prétendent les banques centrales et les États? On en parlera également. Ce sont les pros des cryptos. Bienvenue à tous. Votre machine à refaire l'actualité de la semaine s'enclenche. On appuie sur On en direct. Bienvenue à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Owen Simonin est là. Asher, bonjour Owen, bienvenue. Bonjour. Claire Balva est là aussi. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. La lumière au bout du tunnel est partout sur les marchés actions. On est sur des records. Et le Bitcoin. La lumière au bout du Bitcoin aussi, puisque le Bitcoin a donc franchi cette semaine la barre des 60 000 $. Oui, impressionnant, d'autant que le halving n'a pas encore eu lieu. Le halving est prévu dans un peu plus d'un mois. Et pourtant, le Bitcoin est en phase ascendante, proche de ses records. Avant le halving, est-ce que c'est inhabituel? Enfin, est-ce que ça vous intrigue vraiment? Est-ce que c'est un vrai sujet, le fait que le Bitcoin soit si haut, en phase si ascendante, alors que le halving n'a pas encore eu lieu? Owen. C'est inédit. Ça n'était jamais arrivé. Généralement, même si on sait très bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, pour être parfaitement correct, on s'attend généralement à avoir un cycle au bout de 3 ans, 3 ans et demi. Là, en 2 ans et quelques, on a déjà un Bitcoin qui est remonté à 64 000 $, c'est-à-dire 94% de son ATH, qui était de 68 000 et quelques. C'est du jamais vu. Il y a eu un an de phase baissière, 2022. 2023, à partir du moment où BlackRock a demandé son ETF, c'était fini. On est reparti dans le vert. Donc ça va faire déjà presque 1 an que Bitcoin est dans le vert. Et il a pris 20 000 $ au mois de février 2024, donc ce mois-ci. Et dans ces 20 000 $ de hausse, il en a pris 10 000 en 48 heures. Ça n'est jamais arrivé. S'il passe au-dessus des 69 000 $, c'est une zone de découverte. Et pour le coup, c'est une pression qui est sourde, puisque c'est les ETF, c'est une nouvelle demande qui vient se rajouter au marché et qui fait qu'il y a une pression acheteuse qui pousse le Bitcoin à la hausse. Et on commence à peine à voir l'euphorie et monsieur tout le monde qui se réveille. Alors que normalement, quand Bitcoin en est là, quand il y a ce niveau de pression, on le sent, on le voit, on l'entend. Et c'est maintenant que les métriques vont commencer à exploser sur les médias. C'est maintenant que tout le monde se tourne sur le sujet. Et que ce soit de mes réseaux sociaux à nos messages, on parle de x2 à x3 sur l'intérêt en 3 jours. Là, ça risque d'aller très très fort. Et surtout, c'est nouveau. On ne sait pas du tout où on va. C'est pas écrit, ça n'est jamais arrivé. On rentre dans une zone de découverte. Oui, avec toujours une petite dimension spéculative, mais il y a toujours ce rapport offre-demande. Effectivement, avec les ETF, on a une demande qui monte, et l'offre, elle, n'augmente pas au même rythme. Elle augmente beaucoup plus lentement, et elle va augmenter encore plus lentement à partir d'avril, Claire. C'est ça. Ce qui est très étonnant, en fait, c'est de voir qu'il y a une telle pression acheteuse, parce qu'on voit les cours qui montent, mais on ne voit pas l'intérêt du retail. Quand on regarde par exemple les recherches Google, on voit que ça n'augmente pas tant que ça. On ne voit pas autant d'intérêt qu'on aurait dû le voir ces derniers mois, même si Owen le dit, sur les derniers jours, c'est beaucoup monté. Ouais. D'habitude, quand on voit une hausse aussi spectaculaire, on observe, nous qui sommes dans le secteur, un intérêt des personnes autour de nous très très marqué depuis plus longtemps. Là, on n'a pas vu ça. Donc ça veut vraiment dire que c'est l'intérêt institutionnel des ETF qui a tiré le cours du Bitcoin à la hausse. Et que ce cours pourrait être de nouveau tiré à la hausse si le retail, les particuliers par exemple, s'intéressent à ces actifs-là et se mettent à investir. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que les cours vont monter jusqu'au ciel comme ça de manière linéaire, mais c'est vrai que ça génère un optimisme très fort dans le secteur. Il y a aussi une petite musique qu'on commence à entendre, c'est de dire finalement le halving n'aura peut-être pas tant d'impact que ça, puisqu'on a déjà une hausse très importante maintenant. On se rend compte que l'impact du halving, il est quand même moindre à chaque cycle. Et donc, ce ne serait pas impossible que le halving, cette fois, ne soit pas la nouvelle qu'on attend tant, mais qu'on ait un cycle qui démarre un peu plus en avance. Il y a un slogan boursier qui dit parfois, il arrive que le marché achète la rumeur, donc il achète le halving futur, il l'anticipe pour ensuite vendre la nouvelle. C'est des choses qui, en bourse, sur les marchés traditionnels existent. On verra, ce sera intéressant, on verra si ce sera le cas aussi avec le halving ou pas, d'ailleurs. Bon, on avait déjà un peu dit ça avec les ETF, quand même. Et pour le coup... Ils n'ont pas vendu la news. Non, pas à court terme, mais disons qu'il y a eu la pression acheteuse a été là. Et le truc qui est particulier aussi, ça veut dire que cette force acheteuse silencieuse, on va dire, elle peut également devenir vendeuse. Donc la musique peut très très vite s'inverser et quel que soit justement le mood, l'euphorie, le marché, monsieur tout le monde, le tempo va être donné par quelqu'un d'autre. Et ça veut également dire que la façon dont la liquidité va se répartir sur les différentes crypto-monnaies peut évoluer.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait de la liquidité sur Bitcoin. Quand Bitcoin était bien valorisé, il y avait Ethereum, les autres crypto-monnaies qui commençaient à en profiter, et ça finissait par couler sur les plus petites initiatives, les NFT, les ICO, ce genre de choses. Là, c'est en train de changer, parce que le gros de la liquidité rentre sur Bitcoin via l'ETF, peut-être sur Ethereum s'il y a un ETF Ethereum qui est accepté cette année, mais on se demande, cette liquidité, comment est-ce qu'elle va finalement faire une rotation vers les autres crypto-monnaies, sachant qu'une grosse partie de Wall Street ne pourra pas techniquement accéder à ces produits? Cette fois, ça pourrait moins ruisseler en quelque sorte. Ouais, mais alors, moi je pense que c'est pas si grave parce que même si Wall Street n'accède pas techniquement aux autres produits, ceux qui ont du Bitcoin de manière, on va dire, plus puriste et qui l'ont sur des vrais exchanges ou surtout des vrais portefeuilles, eux, ils vont avoir leur portefeuille qui monte, la valorisation de leur portefeuille qui monte, et donc ils vont diversifier aussi. Donc je pense que ça va quand même ruisseler, même si peut-être pas autant que les dernières fois, mais on va quand même observer ce ruissellement. Les volumes sur les ETF, alors c'est vrai qu'ils battent des records et ça a encore été le cas cette semaine, et manque de chance. Coinbase a eu des petits soucis techniques. Des gens ont vu leur solde à zéro, c'était avant-hier, c'est hier, non avant-hier, c'est ça, ouais, des problèmes aussi pour acheter ou vendre temporairement bien sûr, mais ceux qui voulaient acheter ou vendre n'ont pas pu le faire. Que s'est-il passé? Et en plus, ça a eu un impact pour le coup sur les cours du Bitcoin, Claire, ce qui montre quand même qu'il y a peut-être encore des soucis de centralisation. Coinbase a une place prépondérante dans le secteur, donc forcément, quand Coinbase ne fonctionne pas, ça peut créer des problèmes sur les cours. Maintenant, ce dont on parle là, il ne faut pas imaginer que c'est un problème qui est intrinsèquement lié aux crypto-monnaies ou même au stockage des crypto-monnaies par Coinbase. Ce qui a été communiqué, en tout cas par leur patron, c'est un problème technique qui est lié à une demande très importante et à un flux de connexion sur Coinbase. Donc on comprend que c'est un problème technique, si je simplifie, qui est beaucoup plus lié à leur site internet qu'à la custody, au stockage des clés de crypto-monnaie. Maintenant, forcément, c'est très très inquiétant pour les utilisateurs de voir un solde à zéro, surtout avec ce qu'on a connu sur FTX, et puis avec les arnaques qui existent, où vous avez parfois des pirates qui accèdent aux comptes et puis qui envoient les crypto-monnaies ailleurs. Donc ça a été très très inquiétant, mais Coinbase a eu une communication rassurante sur le sujet. Sur la centralisation spécifiquement, oui, c'est inquiétant d'avoir des plateformes qui centralisent beaucoup. Néanmoins, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on parle beaucoup des plateformes, mais il y a aussi une centralisation autour de certains outils qu'on connaît moins, par exemple des outils qui vont stocker les nœuds. Je pense à Amazon Web Services, par exemple, qui a un rôle très important sur Ethereum, ou à des outils comme Infura, qui sont des outils techniques de connexion qu'on utilise sur des blockchains, notamment sur Ethereum, encore une fois. Donc on parle beaucoup de la centralisation des plateformes, mais c'est peut-être pas le point le plus inquiétant dans ce secteur. Même si Coinbase a une place évidemment prépondérante, notamment pour le stockage des bitcoins. Alors il se trouve que ça attire bien sûr les convoitises. On a une battle entre plateformes, mesdames, messieurs. Fight. Oui. Première battle qui a marqué la semaine, effectivement, Coinbase challengé, Coinbase ultra majoritaire, mais Kraken qui tente de devenir le concurrencé. Kraken lance cette battle. Kraken a fait une annonce cette semaine qui pourrait peut-être un tout petit peu limiter, on verra, la prépondérance, la place majoritaire, très majoritaire, ultra dominante de Coinbase. Owen. Oui, non, on ne sait pas trop. Déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Kraken et Coinbase sont deux boîtes qui sont nées à San Francisco en 2013. Elles se connaissent bien depuis très longtemps, elles ont partagé la même ville, elles ont partagé les mêmes problèmes et elles partagent toujours aujourd'hui les mêmes problèmes face à la Security Exchange Commission. Donc, une concurrence, oui, mais c'est quand même le voisin d'à côté. La deuxième chose, c'est que Coinbase s'est pris une claque techniquement cette semaine. Kraken en a un petit peu rigolé, Kraken a tweeté « Spoiler, nous sommes toujours ouverts ». Donc, ils ont fait un petit style up. La particularité, c'est qu'en 2017, quand les crypto-monnaies se lèvent et commencent à surcharger toutes les plateformes d'exchange et que la demande augmente d'un coup, c'était Kraken et Coinbase qui étaient down au même moment, avec des petits messages en mode le site n'est plus joignable, on s'en sort pas, on est sous l'eau. Donc c'est drôle de voir un Coinbase qui a continué à grossir, qui est au Nasdaq aujourd'hui et qui s'est pris une claque, mais Coinbase et Kraken ont déjà été tous les deux KO au même moment pour ces mêmes problèmes. Ce que Kraken annonce aujourd'hui, c'est leur service de custody, le fait de pouvoir détenir également des crypto-monnaies pour compte de tiers et notamment pour des institutions financières. C'est un enjeu énorme avec les ETF. Tout à fait, parce que c'est Coinbase qui aujourd'hui a 80 ou 90% de la custody des ETF, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que Gemini y en a une. Donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment Coinbase qui est partout. Kraken annonce son service et pour le coup, explique tout simplement vouloir prendre sa place et regagner un petit peu de part de marché sur ce segment.
Il y a fight entre deux plateformes centralisées, mais aussi dans la finance décentralisée. Uniswap et Metamask, il faut qu'on en parle, Claire. Uniswap, le leader des exchanges décentralisés, a dévoilé une nouvelle étape de développement qui pourrait un peu gêner Metamask. C'est ça. Alors pour rappeler de quoi on parle, donc Uniswap c'est le premier exchange décentralisé. Donc on parle d'un exchange dans lequel vos fonds restent à vous. L'exchange ne détient jamais les fonds pour vous. Et Metamask c'est un portefeuille, c'est le premier portefeuille qui est utilisé dans le Web3. C'est une sorte de petite extension sur votre navigateur que vous utilisez pour vous connecter. Par exemple à Uniswap, mais à plein d'autres outils dans la finance décentralisée. Là, ce qui se passe, c'est qu'Uniswap a annoncé la création de leur portefeuille qui était déjà sorti, mais en tant qu'extension. Et là, on est vraiment en concurrence frontale avec un Metamask. Alors, il y a des petites subtilités. Par exemple, Uniswap annonce qu'ils ne feront pas de pop-up, c'est-à-dire de fenêtres qui s'ouvrent, mais qui vont vraiment avoir leur portefeuille sur toute la barre latérale de l'écran. Donc voilà, il y a des subtilités en termes d'expérience utilisateur, mais grosso modo, c'est quand même de la concurrence frontale avec un Metamask. Et ça arrive dans un moment où, d'une part, les cours des crypto-monnaies explosent. Et d'autre part, le segment des wallets est extrêmement concurrentiel puisque Metamask a une part de marché énorme, mais on voit de plus en plus d'entreprises qui s'emparent des nouvelles technologies qui existent. Je pense pour les plus techniques d'entre vous, au MPC, à Account Abstraction, etc., pour créer des nouveaux types de wallets et pour fournir une expérience utilisateur simple pour le prochain marché haussier qui arrivera et qui verra des nouveaux cas d'usage venir. Donc, extrêmement intéressant de suivre cette nouvelle tendance sur le marché des portefeuilles parce qu'Uniswap, c'est clairement un acteur important. Intéressant de voir toutes ces infrastructures qui continuent de se constituer, de se construire, se concurrencer, bien sûr, aussi. Voilà, c'est comme l'époque de l'arrivée du chemin de fer. Voilà, on pose les rails kilomètre après kilomètre et à la fin, c'est tout le territoire américain qui a été couvert. Enfin, tout le territoire, ils n'ont pas le même maillage que nous. On a un beau réseau de chemin de fer en France. Bref. Ça n'a aucun rapport. L'attrait de l'écosystème crypto. Il faut qu'on en parle de cet attrait de l'écosystème parce que les cours des cryptos montent. Est-ce que ça se traduit dans les levées de fonds? Est-ce que les levées de fonds se réveillent de plus en plus au web? C'est beaucoup plus simple de lever des fonds. Il n'y a pas encore de très très grosses annonces parce que je pense que c'est en train de se préparer. On a quand même 2-3 annonces qui ont fait du bruit en France. La première, c'est la levée de fonds d'1,5 million d'euros de Playmakers qui permet tout simplement aux utilisateurs dans certains jeux vidéo de créer des assets qui en fait vont pouvoir être audités par le studio qui propose le jeu. Donc on est encore dans le développement des outils entre l'interaction qu'un utilisateur va avoir avec un jeu vidéo et avec un studio qui crée quelque chose. Et la deuxième grosse annonce, c'est celle de Bolero qui lève 2 millions d'euros. Pour le coup, Bolero tokenise des droits musicaux et également la part de bénéfice de ces droits musicaux. C'est français. Et en plus de ça, ils ont signé un gros catalogue, le catalogue d'un créateur qui s'appelle Le Motif. Et il y a des tokenisations d'œuvres interprétées par exemple, Booba, Jul, Riles et d'autres créateurs. Et ça commence à prendre beaucoup d'ampleur en France. Et il y a de plus en plus de demandes sur ce genre de produits. Et donc, ces levées de fonds dont on a entendu parler cette semaine, BFM Crypto, les pros des cryptos, le vendredi, l'actu au quotidien aussi, Amaury Tonquédec et ses experts du lundi au jeudi, 15h sur BFM Business, notre chaîne YouTube BFM Crypto également. Il faut qu'on parle quand même un petit peu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX, parce qu'il refait parler de lui. Il demande une réduction de peine. Il a été condamné à 110 ans, c'est ça, de prison, Claire? Il demande une réduction, en tout cas, lui, il demande seulement 6 ans. Voilà. Oui, alors c'est pas... De ce que je comprends, on n'a pas une condamnation officielle, mais on a des recommandations globales pour une condamnation à plus de 100 ans de prison. Et effectivement, les avocats de Sam Bankman-Fried ont sorti un papier d'une dizaine de pages où ils expliquent pourquoi Sam Bankman-Fried n'est pas le méchant qu'on croit, n'est pas un délinquant dangereux, alors au sens physique sûrement, il ne va pas sortir et tuer des gens, ça on est bien d'accord, mais surtout ils expliquent que c'est quelqu'un de très humain et de très bien, ils donnent des exemples, ils donnent des lettres de personnes qui connaissent bien Sam Bankman-Fried, donc le ton de ce papier est très étonnant, puisqu'on lit, Sam Bankman-Fried a été décrit comme un sociopathe, mais finalement ceux qui le connaissent vraiment disent que c'est quelqu'un de très empathique, de très humain, et donc on a toute une litanie pour vanter les qualités de Sam Bankman-Fried et expliquer pourquoi il ne doit faire que 6 ans de prison. Alors forcément, quand on suit l'affaire de l'extérieur et qu'on ne connaît pas personnellement Sam Bankman-Fried, tout ça est très étonnant, surtout quand on voit l'écart entre les plus de 100 ans de prison, c'est-à-dire globalement la perpétuité, et les seulement 6 ans de prison qu'ils demandent, on peut se demander s'ils ont vraiment une chance d'être entendus. Alors il y a le procès en cours aussi qu'on suit, rien à voir, du faux Satoshi Nakamoto. On est toujours dans le registre judiciaire, c'est un Australien, il s'appelle Craig White et il prétend depuis des années être Satoshi Nakamoto. Donc nouveau procès, c'est pas son premier. Et il se trouve que cette semaine, à l'occasion de ce procès, ont été exhumés des documents qui font parler, qui refont parler Satoshi Nakamoto. En fait, il s'agit d'une longue correspondance que le créateur de Bitcoin avait eue il y a quelques années avec un développeur, 120 pages d'emails exhumés. Est-ce qu'on y apprend des nouvelles choses au web?
On y apprend pas mal de choses. Après, je pense que c'est très fidèle à l'image que beaucoup de gens en ont de Satoshi Nakamoto. Et c'est drôle, mais on en parlait tout à l'heure. C'est bien à son image, vraiment. Des points sur le fait qu'il se posait déjà des questions sur tous les gros sujets qu'il y a autour de Bitcoin aujourd'hui. La scalabilité. Quand il a lancé le réseau, on était très loin d'imaginer la scalabilité et les besoins que le réseau avait aujourd'hui. Le fait qu'il y avait de la consommation énergétique. Ah oui. Et là où il prend carrément la position de dire « J'aimerais qu'un jour... on vienne critiquer la consommation énergétique de Bitcoin parce que je pense que ce sera toujours moins du gaspillage que la consommation énergétique conventionnelle du système bancaire et des systèmes financiers. Également le fait qu'il n'avait pas prévu de le promouvoir. Pour lui, c'était pas le but, surtout pas en tant qu'investissement. Il était très attaché à l'échange, à la liberté de pouvoir échanger quelque chose, pas forcément le fait d'en promouvoir comme un investissement. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, ça pourrait nous être tenu comme une responsabilité de le promouvoir comme un investissement. C'est pas le but, c'était pas l'angle de ce qu'il a essayé de créer. Le quatrième point, le fait que ce n'était pas anonyme pour lui. Il a même voulu qu'on enlève les potentielles mentions d'anonymat dans le document de Bitcoin, parce que c'est pas le but. Ça peut être pseudonyme. Il dit ça aurait pu être mal interprété, et ça pourrait toujours être mal interprété, comme si on voulait mettre des choses sur le dos de Bitcoin. Et pour terminer, également l'importance qu'il avait sur la gratuité du Bitcoin au début, et le fait que il voulait vraiment que le réseau puisse attirer par le fait qu'au tout début, on se devait de le sécuriser pour avoir des bitcoins, même si ce bitcoin ne valait rien, mais que tout le monde devait être capable d'en générer lui-même, avec son propre ordinateur au début de ce réseau. Et mine de rien, dans la façon de parler, dans le ton et dans même ce qu'il propose et sa vision globale de Bitcoin, ça semble aligné avec tout ce qu'il a toujours dit, et même quand on découvre un petit peu plus de sa position, parce que c'est d'ailleurs un développeur qui ne voulait pas dévoiler ses conversations à la base, mais qui s'est senti obligé de le faire quand il estime que quelqu'un d'inconnu au bataillon vient prétendre être le créateur de Bitcoin. Ce développeur s'appelle Sirius, c'est son surnom, je crois, effectivement. Voilà, c'est 120 pages d'emails exhumés autour de Satoshi Nakamoto, et donc qui confirme l'idée qu'on pouvait se faire du personnage, du créateur de Bitcoin. Bitcoin qui a donc franchi la barre des 60 000 $ cette semaine, c'est l'objet, mesdames, messieurs, vous l'attendiez, de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn BFM Bourse également. Claire et Owen, êtes-vous prêts ? Oula, vous êtes prêts ? Ouais. Bien. Le Bitcoin est donc proche des sommets. Quel conjoint ou conjointe devez-vous choisir pour peut-être un jour ne plus avoir besoin de travailler ? Pourquoi pas vous marier à un Bitcoin ? Allez, si vous pensez qu'il va beaucoup progresser. Plutôt un Ether qu'un Bitcoin. Un Bitcoin maximaliste, quelqu'un qui détient des Bitcoins, pourquoi pas ? Ou un Ether maximaliste, ou une Ether maximaliste d'ailleurs. Vous avez été nombreux à voter. Cette question crypto qui claque, je vous la soumets. Claire, Owen, quel conjoint pour ne plus avoir un jour besoin de travailler ? Le Bitcoin, l'Ether, un Ether maximaliste ou un Bitcoin maximaliste ? Owen. Pour ne plus avoir à travailler ou pour les discussions et l'ouverture d'esprit ? Parce que ça va pas être la même chose à table. Très bonne distinction, ouais. Ne plus avoir à bosser. Oh, Bitcoin depuis très longtemps. Ah ouais, vous votez Bitcoin. Vous vous marieriez à un Bitcoin aussi, Claire, ou plutôt un autre choix, quitte à... Voilà, alors, espérer un jour ne plus avoir à travailler. Alors si c'est pour ne plus avoir à travailler, je dirais un Bitcoin Maxi, ouais. Maintenant, non, je me marierai pas avec un Bitcoin Maxi pour les raisons que disait Owen sur... d'ouverture d'esprit. Et puis après, ça dépend depuis quand il est Bitcoin ou Bitcoineuse Maxi, parce que si c'est très récent... Vous aussi, chez vous, vous avez sans doute un avis tranché sur la question, il y a de la pression. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux, BFM Crypto, notre fil X ou encore notre fil LinkedIn. Parce que c'est vrai qu'il y a le Bitcoin et les Bitcoin maximalistes qui pensent que tous les chemins mènent au Bitcoin, mais on peut se dire que oui, Bitcoin aujourd'hui est la star, peut-être proche à nouveau de ses records, mais que les autres cryptos pourraient suivre, prendre les vents ascendants du Bitcoin. Est-ce que c'est votre scénario, Owen ? Oui, du coup, un peu différemment de ce qu'on a connu jusqu'alors, parce qu'il va y avoir de la liquidité qui va rester piégée dans les ETF, obligatoirement. Ça va naturellement ruisseler différemment vers les autres crypto-monnaies. On attend une alt season, quoi qu'il arrive, avec ou sans liquidité qui vient des ETF. Elle pourrait être accélérée. Il y a beaucoup de gens qui, s'ils ont envie d'investir sur Ethereum, parce qu'ils pensent que les ETF vont booster les Ethers, ne vont pas attendre que ce soit un produit qu'on peut acheter directement chez BlackRock. Ils vont essayer d'aller l'acheter différemment. Et quoi qu'il arrive, je suis persuadé d'une chose, et c'est peut-être une conviction personnelle, et je me trompe peut-être, mais quand on s'intéresse au Bitcoin, on finit par se demander pourquoi. Qu'est-ce que c'est ? À quel problème ça répond, comment ça marche, et on finit par mettre les mains dedans et l'essayer. Et à partir du moment où on a essayé d'échanger de la crypto-monnaie, de la détenir, de la faire circuler, d'en envoyer
on se pose des questions sur qu'est-ce qui existe à côté, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie. Et là, on finit par aller sur d'autres projets, d'autres initiatives, d'autres itérations de ce que peuvent faire les cryptos. Vous avez été nombreux donc à voter et vous avez choisi en majorité le Bitcoin. Pour un jour, espérer, pourquoi pas rêver de ne plus avoir à travailler. Vous misez plus sur le Bitcoin que sur quoi que ce soit d'autre. À 52% le Bitcoin, numéro 2 l'Ether à seulement 21%. Puis alors un Bitcoin maximaliste seulement 19%. Voilà. Bon, et on rigole, hein, c'est très spéculatif et rien ne garantit que le Bitcoin continuera de progresser. On y investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. Ça, on le répète chaque semaine, on me le reproche aussi, mais faut le dire. Claire, de votre côté, est-ce que vous pensez que les altcoins vont prendre les courants ascendants du Bitcoin et pourquoi pas surperformer là face au Bitcoin? Alors surperformer, je ne sais pas, mais prendre les courants ascendants, ça oui, clairement. Owen parlait de l'alt season. C'est vrai que sur les précédents cycles, on a toujours observé qu'après la montée des cours du Bitcoin, on avait aussi une montée des cours des altcoins, donc des autres crypto-monnaies qui étaient liées à l'afflux de liquidités sur Bitcoin. Je pense que ça arrivera aussi. Maintenant, moi, contrairement à ce que dit Owen, je trouve que la plupart du temps, le chemin des gens qui s'intéressent aux cryptos est fait dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'on s'intéresse d'abord vraiment profondément à Bitcoin pour ensuite aller sur les autres crypto-monnaies. Souvent, on a cette espèce de fascination pour l'ensemble des crypto-monnaies. Et ensuite, quand on fait le tri, quand on se casse la figure aussi parfois sur certaines cryptos, on en revient à Bitcoin, qui est quand même la crypto-monnaie la plus solide et puis la plus intéressante d'un point de vue philosophique. Oui, en fait, vous êtes deux Bitcoin maximalistes. Vous cachez votre jeu. Non, mais j'ai compris. On est toujours le maximaliste de quelqu'un. Non, il y a beaucoup plus maximaliste que nous. Toujours le maximaliste de quelqu'un, celle-là. C'est magnifique. Juste un tout petit mot, le yuan numérique, on voulait en parler quand même, les devises numériques de banque centrale. La Chine, son yuan numérique, on nous promettait la sécurité absolue autour de ces devises numériques. Il se trouve qu'il y a des arnaques au yuan numérique, des données personnelles dérobées là-bas en Chine. Oui, alors de ma compréhension, c'est pas un problème de sécurité sur le yuan numérique lui-même, c'est plutôt des arnaques autour de ce yuan numérique, c'est-à-dire des gens qui ont essayé d'imiter le site du yuan numérique pour inciter les utilisateurs à laisser leurs données personnelles et donc récupérer ces données, les faire des transactions, etc. Donc c'est des choses qui peuvent arriver sur à peu près tout, c'est-à-dire le yuan numérique, la crypto, la finance traditionnelle, voilà, rien de spécifique aux monnaies numériques. Rien à ajouter, Owen? Rien du tout. On est bon. Merci de nous avoir accompagnés tous les deux, les pros des cryptos. Chaque vendredi, Owen Simonin, votre chaîne YouTube Asher, ça monte là le nombre d'abonnés? 650 000. Ah oui. Et oui, ça monte maintenant. Vous pouvez demander toutes les semaines. Ça monte comme les cours chez Owen. Tout est proportionnel. Il est au plus haut historique alors. 650 000. Je pense qu'on va passer. Je vais passer les 650 000 dans la journée et ce sera le record absolu. Ouais. Bon, bien joué, bravo. Le YouTuber francophone le plus avancé, le plus populaire. Owen Simonin, Meria également. Merci beaucoup, Owen. Asher avec un H au début. Un grand merci, Claire Balva. Merci. Débloque à nos côtés également chaque vendredi, l'une des meilleures expertes crypto. On a la chance de profiter également de vos analyses toutes les semaines. Dans un instant, BFM Bourse. Merci à tous les deux. BFM Business, BFM Crypto, les pros.